Bonjour à toutes et à tous. Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes. C'est un proverbe arménien et c'est avec lui que je vous souhaite la bienvenue dans cette invitation au voyage. La danse du sabre, c'est elle qui va nous porter jusqu'en Arménie aujourd'hui. Une œuvre puissante qui a permis à son créateur, Aram Khachaturian, de transformer ses notes en armes de résistance. Des armes, mais des vraies celles-ci, il en sera question à Houston. Pour comprendre pourquoi le deuxième amendement, qui garantit à tout citoyen le droit de détenir une arme, reste si important aux États-Unis, on se plongera dans l'histoire du Texas. Il paraît que c'est le plat favori des enfants en Hongrie, le rakot krumpli. Dans quelques instants, vous apprendrez à cuisiner ce gratin de pommes de terre saveur paprika, une recette qui, on ne va pas se mentir, mise tout sur le gras. Ça doit représenter des milliers de calories. Je pense que c'est pour ça que c'est un plat populaire en Hongrie. Et si ça ne suffit pas, vous pourrez même remettre un peu de crème dans l'assiette. Est-ce que ce plat est aussi bon que celui de votre mère? Ça, c'est une question piège. Enfin, en Corse, nous emprunterons l'une des routes les plus vertigineuses de l'île, la RT20. Sublime pour ses paysages, un peu plus compliqué pour ceux qui ont le mal des transports. Elle cache surtout une histoire qui donne un autre genre de nausée. Je vous la raconterai dans l'incontournable. Mais avant, c'est la devinette. Et aujourd'hui, j'aimerais savoir par quel miracle les Capverdiens ont-ils réussi à sortir de la famine en 1947. Cette année-là, le Cap-Vert subit l'une des plus importantes sécheresses de son histoire. Et en novembre, une sorte de miracle se produit pour les Capverdiens affamés. À votre avis, que s'est-il passé? Pour l'instant, nous sommes invités à l'opéra de Yerevan. Sur scène, une œuvre va marquer l'histoire de l'Arménie. C'est la danse du sabre. C'est une œuvre qui résonne au firmament des compositions symphoniques, la danse du sabre d'Aram Khachaturian. Quand j'écoute ou que je joue n'importe quelle œuvre de Khachaturian, je comprends que sa musique est immergée dans l'amour. C'est un monde spirituel. Ce sont des sentiments très sincères que le maestro a transmis dans son héritage musical. Et c'est pour cela que sa musique est émouvante pour des personnes de toute nationalité, de tous âges. Composée en pleine guerre entre 1941 et 1942, perçue comme une œuvre de résistance aux nazis, cette danse du sabre est extraite d'un ballet, Gaïané, un drame amoureux sur fond de folklore arménien. Car c'est de ce pays du Caucase qu'est originaire Aram Khachaturian, créateur de l'hymne de l'Arménie soviétique. Ses œuvres donneront ainsi le rythme, bien plus tard, à des films de grands cinéastes, comme Stanley Kubrick ou les frères Cohen. L'histoire de Khachaturian commence dans la capitale de la Géorgie voisine, Tbilissi, qui s'appelait alors Tiflis. Cette ville, dans laquelle il a grandi, a été intégrée à l'empire des tsars de Russie du 19e siècle jusqu'au début de la période soviétique. Elle était alors le centre administratif et la plus grande ville du Caucase. Nous nous trouvons à présent devant la maison maternelle du compositeur mondialement connu Aram Khachaturian, dans cette rue où il a grandi et où il a vécu. La famille Khachaturian, bien que très modeste, était l'une des familles les plus respectées de la ville. Le compositeur a écrit que son père rentrait à la maison toujours de bonne humeur et qu'il essayait de disséminer cette allégresse dans sa famille. Et quand sa mère demandait à son père comment s'était passée sa journée, il lui répondait « Nous avons chanté, parlé, nous étions enjoués et nous avons pleuré ».
Dans des articles ou ses mémoires, Khatchatourian donne des clés sur son œuvre. J'ai grandi dans un milieu riche de musique populaire. Les vives mélodies de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie, les danses des chantres et des musiciens populaires. Je me rappelle Tbilissi comme une ville de chansons. Tout le monde chantait. Tiflis, carrefour des peuples du Caucase, est intrinsèquement multiculturel. Des églises, des synagogues et des mosquées cohabitent dans cette ville où vivait alors une grande population arménienne. Elle reste pour ce peuple un important centre culturel jusqu'à la Révolution rouge. Au début du XXe siècle, avant la soviétisation, à Tbilissi, il y avait à peu près 26 églises arméniennes. Malheureusement, aujourd'hui, seules 2 d'entre elles sont fonctionnelles, Saint-Etchmiadzin et Saint-Georges. En 1917, lorsqu'éclate la révolution d'octobre, le Caucase n'est pas épargné. La Géorgie est soviétisée au printemps 1921. Aram Khatchatourian est diplômé d'une école de commerce. Il voulait devenir un commerçant établi, comme beaucoup d'autres dans cette ville. Mais le destin a mené le compositeur vers un autre chemin. En 1921, quand la Géorgie devient soviétique, Khatchatourian part à Moscou, où par la suite il se consacre à la musique et à l'art de la chanson. En 1929, Khatchatourian entre au conservatoire de Moscou pour étudier la composition. Mais le Caucase le hante. Il transcrit des chansons folkloriques entendues sur fond de danse populaire caucasienne, d'Europe de l'Est et du Moyen-Orient. Sa suite mascarade comprend une musique de danse polonaise, une mazurka. Khatchatourian joue du grand orchestre symphonique occidental, mais y ajoute des sons inspirés par les instruments orientaux de son enfance. Il attire l'attention d'éminents compositeurs, comme Shostakovich, et est interprété par les meilleurs orchestres soviétiques. Dans ses mémoires, Khatchatourian souligne son dévouement au gouvernement soviétique à qui il dédie son travail créatif. Communiste, il rêve néanmoins de connaître sa patrie d'origine, cette République d'Arménie. En 1939, à 36 ans, il découvre enfin sa capitale, Yerevan. Le début d'un voyage qui dure 6 mois. Lorsque Aram Khatchatourian venait en Arménie, il disait qu'il soignait ses blessures spirituelles et que l'Arménie était son lieu sacré préféré. Et il était conscient d'être venu au monde avec une mission importante. Il disait « Je suis arménien, mais un arménien européen. Et avec les autres compositeurs, nous devons inciter le monde à connaître la musique arménienne. » Après plusieurs séjours, les autorités lui offrent une maison à Yerevan. Transformée en musée, elle témoigne de sa communion avec la culture nationale. Selon ses propres mots, l'Arménie a été un deuxième conservatoire. Et en 1941, quand l'Union soviétique entre en conflit avec l'Allemagne nazie, Khatchatourian soutient l'effort de guerre avec ses propres armes.
Aram Khachaturian a créé son génial ballet Gaïané en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale. C'est l'opéra Kirov à Leningrad qui le lui a commandé. Dans ce pays en guerre, Khachaturian disait « Nous devons créer des chefs-d'œuvre, y compris maintenant, afin que l'ennemi comprenne que nous ne sommes pas brisés, que nous avançons. » Et ça, c'est très important, d'autant plus dans le domaine de la culture. C'est au plus fort de la guerre que Khachaturian écrit la partition de ce ballet. À l'époque, il n'a rien d'autre qu'un piano, un tabouret, une table et un lit pour composer cette œuvre qui va devenir un monument de la musique classique, la danse du sabre, en référence à des danses guerrières caucasiennes. J'avais besoin d'un changement brusque et j'ai repris l'introduction plus aiguë. Quelque chose m'a frappé. Oui, je devrais répéter le motif dans cette tonalité aiguë. J'ai relié le thème guerrier au thème mélodieux. Je me suis mis au travail sur la danse du sabre à 3h de l'après-midi et j'avais tout fini à 2h du matin. À 11h le lendemain, elle était jouée à la répétition. Le soir même, elle était mise en scène. Avec son rythme entêté et ses étonnantes sonorités, cette danse guerrière de Khachaturian est perçue comme un acte de résistance et connaît un immense succès bien au-delà des frontières de l'URSS. Mais après la guerre, en 1948, Khachaturian, comme Prokofiev ou Shostakovich, est accusé par les autorités soviétiques de composer une musique élitiste. Interdit de sortir du pays, réduit au silence, il soigne cette blessure dans le haut lieu de l'identité spirituelle arménienne, le Saint-Siège d'Etchmiadzin. Khachaturian est en quête de l'héritage d'une éminente figure de la musique arménienne, le père Komitas. À la veille du génocide arménien de 1915, ce religieux a parcouru les provinces arméniennes de l'Empire ottoman pour transcrire les milliers de chants, populaires ou religieux, de son peuple. Un patrimoine musical millénaire qu'il a transmis aux générations suivantes. Aram Khachaturian avait une immense estime pour Komitas. Il le considérait comme son maître. Ce que Komitas disait du peuple est connu. Le peuple est le créateur. Et il incitait à aller apprendre du peuple. Khachaturian a comblé son manque d'Arménie à travers les chansons de Komitas. Il disait que quand il écoutait Komitas, il ressemblait à un voyageur qui trouve une source pure et qui boit sans s'arrêter, sans que sa soif soit étanchée. Et il constate aussi que la musique de Komitas a une puissance purifiante. Sa disgrâce ne dure pas. En 1950, Khachaturian imagine un nouveau ballet, Spartacus, sur ce gladiateur devenu chef de guerre qui défia Rome. Mais au moment de l'écrire, le compositeur n'a aucune musique populaire de la Rome antique à sa disposition. Il s'inspire de deux sources à sa portée, la musique liturgique et les danses arméniennes. Il achève son œuvre en 1954. L'idée libératrice de Spartacus représente aussi le combat du peuple arménien, mais pas seulement. Il représente le combat de tous les peuples pour la liberté, pour des valeurs nobles et éclairées. Spartacus est acclamé durant la période post-stalinienne, dans une URSS qui prétend libérer les peuples. Cette grande œuvre, de renommée internationale,
l'accompagnera jusqu'à sa mort à Moscou en 1978, juste avant son 75e anniversaire. Aram Khachatourian sera consacré héros de l'Union soviétique. La mission d'Aram Khachatourian dans le domaine de la musique, comme l'a dit Shostakovich, a été d'être le premier compositeur moderne à créer une harmonie entre les civilisations occidentales et orientales. En général, les pays aiment célébrer leur victoire, ce qui est assez logique. Eh bien, en Arménie, on fête la défaite. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Le 8 mai, une bonne partie de l'Europe célèbre la victoire sur la barbarie en 1945. Le 4 juillet, Independence Day, les États-Unis fêtent leur indépendance, obtenue en se battant contre la couronne britannique. Mais en Arménie, au cours du mois de février, c'est une défaite que le pays commémore, celle de l'armée de Vartan Mamikonian, le héros national. Nous sommes en 451 après Jésus-Christ, dans la plaine d'Avararir. Vartan Mamikonian et son armée, d'environ 65 000 hommes, font face au roi de Perse et ses 200 000 soldats. Autant dire que c'est pas gagné. À cette époque, une partie de l'Arménie est sous domination perse. Mais jusqu'alors, le roi des Perses, Yasgard II, avait accepté de laisser aux Arméniens leur culte chrétien. Lui qui est zoroastrien ne voit pas trop de problèmes de compatibilité entre les deux religions. Elles sont monothéistes, toutes les deux, et c'est ce qui compte. On peut noter tout de même quelques légères différences. Côté sexualité, c'est plutôt open chez les zoroastriens. Tu peux faire ça avec qui tu veux, y compris les membres de ta famille. On consomme plus volontiers le haoma, une boisson hallucinogène, que le vin de messe, et on se lave les avant-bras à l'urine de bœuf. Mais quand le roi des Perses explique aux Arméniens que désormais, il va falloir embrasser le zoroastrisme, c'est un refus catégorique. Pas question, tu veux la guerre, tu auras la guerre. Voilà pourquoi le héros arménien, Vartan Mamikonian, se retrouve en ce 26 mai 451 avec ses 65 000 hommes en face de l'armée perse qui possède 3 fois plus de soldats. Mais, comme l'aurait dit Vartan, une mort imprévue revient simplement à mourir, mais une mort librement consentie rend immortelle. Les pronostics ne sont pas déjoués, l'armée arménienne est écrasée, mais devant tant de courage, et aussi parce qu'il a subi quand même pas mal de pertes, le roi des Perses revient sur sa décision. Les Arméniens peuvent continuer à vivre leur foi. C'est donc une défaite victorieuse, et Vartan est en effet devenu immortel en quelque sorte. Lui et ses soldats continuent 15 siècles plus tard d'être célébrés dans tout le pays. Allez, direction le Texas maintenant. Vous le savez, comme dans tous les États-Unis, les armes à feu sont en vente libre là-bas. On peut même en offrir aux enfants. Eh bien, cette fascination tient en partie à l'histoire texane. C'est l'héritage. À Houston, ville tentaculaire de l'État du Texas, on se déplace uniquement en voiture. On y transporte son sac à main, ses courses ou son arme. Ici, rien ne l'interdit. Le stand de tir y est un loisir comme un autre. Quand nous vendons une arme à nos clients, nous leur conseillons de s'entraîner dans un stand de tir. Avoir une arme, c'est dans la mentalité des gens au Texas. Pas seulement pour chasser et pour collectionner, mais aussi pour se protéger. À la différence d'autres territoires des États-Unis, le Texas, lui, est né grâce aux armes à feu. Les premiers colons y arrachent leur indépendance au XIXe siècle contre le puissant Mexique, armes au poing. Des armes qui vont leur permettre de sécuriser leurs frontières, mais aussi de massacrer des milliers d'Amérindiens. Le Texas était un État rural. On y était fermier ou éleveur. Les enfants apprenaient tôt à manier les armes. Leurs parents et grands-parents ont fait ça pendant des générations. Ça s'est finalement enraciné dans l'esprit des Texans. Posséder une arme
est un droit inaliénable pour tous les Américains, garanti par le second amendement de la Constitution de 1791. Mais au Texas, en dépit de dramatiques tueries de masse, les armes restent ancrées dans l'identité des habitants. Les grandes plaines de la région de Gonzales accueillent fermes et ranchs dont les troupeaux de Longhorn paissent paisiblement. Dans ces espaces humides et infestés de moustiques se trouvent encore aujourd'hui les traces d'une bataille qui s'est déroulée il y a près de 200 ans. C'est une petite balle de plomb. Je dis petite car elle est moins grande qu'une balle de mousquet utilisée à l'époque par l'armée mexicaine. Ce doit être une balle de fusil. Elle est très oxydée, on voit à quel point elle a blanchi. Ça signifie qu'elle est là dans la terre depuis longtemps, depuis 1836. 1836, l'année où les colons texans mettent en déroute les soldats mexicains et gagnent leur indépendance après 5 mois de combats acharnés. Mais les tensions ont commencé quelques années plus tôt, à une époque où Mexicains et Texans cohabitaient encore. En 1831, Green DeWitt, l'homme qui avait fondé la ville de Gonzales, écrit aux autorités mexicaines de San Antonio pour réclamer un canon afin de pouvoir se protéger des Amérindiens. Il reçoit la réponse « Oui, d'accord, prêtez-leur ». Mais une partie du deal, et c'est clairement spécifié dans leurs échanges, c'est « Si on vous demande de le rendre, vous devez le restituer ». Lorsque 4 ans plus tard, les Mexicains réclament le canon, les colons texans leur refusent et la riposte ne tarde pas. Des troupes sont finalement envoyées à Gonzales. On considère cette bataille comme le début de la révolution texane. L'un des détails les plus connus de ce combat, c'est le drapeau. La légende raconte que la veuve de DeWitt, ou peut-être sa fille, aurait découpé leur robe de mariée pour en faire un drapeau en cousant dessus « Come and take it », ce qui signifie « Venez et prenez-le ». En d'autres termes, si vous voulez saisir le canon, il va falloir venir le chercher. À ma connaissance, nul ne sait ce qu'est devenu le drapeau d'origine. Le mémorial de la ville de Gonzales, dédié à l'indépendance du Texas, raconte cet épisode célèbre et abrite le supposé canon, objet de contentieux autour duquel se sont cristallisées à l'époque toutes les velléités. Aujourd'hui dévoyé, le drapeau est devenu l'étendard d'une Amérique de l'ultra-droite et pro-armes. Spécialement au Texas, mais aussi partout aux États-Unis, le drapeau et le slogan « Come and take it » sont devenus un emblème pour certaines personnes, généralement des conservateurs. C'est leur manière de dire « j'ai le droit, je suis libre », particulièrement à propos de leurs armes. Ainsi, cette devise signifie pour eux « tu veux mon arme ? Eh bien, viens la prendre », exactement comme les Texans ont défié les Mexicains avec leurs canons. Après son indépendance acquise en 1836, la jeune République du Texas se retrouve bien vulnérable face aux menaces persistantes des Amérindiens et des Mexicains. Pour défendre son territoire, elle fait appel à une division d'élite, les Texas Rangers. La ville de Waco, à mi-chemin entre Austin et Dallas, sur les rives de la rivière Brazos, abrite le QG historique de ces mercenaires. Le Hall of Fame glorifie l'épopée de ces Rangers au destin indissociable d'un autre grand mythe américain des armes à feu, les revolvers de l'inventeur et industriel
Samuel Colt. Il est impossible de parler de Sam Colt sans évoquer les Texas Rangers. Tant ces derniers l'ont accompagné dans son business pour en faire l'entreprise rentable que l'on connaît aujourd'hui. Aucun doute par ailleurs que l'expertise de Sam Colt a contribué à faire des Texas Rangers l'une des meilleures agences de sécurité du pays. Et sans eux, son nom à lui ne serait pas resté dans l'histoire. En 1844, 14 Texas Rangers se sortent d'une embuscade tendue par 80 guerriers amérindiens comanches grâce à l'efficacité du revolver Patterson produit par Colt. Sa supériorité est sans appel. Pour autant, l'entrepreneur n'essuie que des échecs commerciaux. Il faut attendre 1846, une fois le Texas intégré définitivement aux États-Unis, afin de se prémunir de la menace mexicaine, pour que Walker, jeune officier de 29 ans à la tête des Texas Rangers, permette à Colt de connaître enfin le succès. Walker rencontre Sam Colt et lui parle des améliorations qu'il aimerait voir apportées sur le pistolet. Malheureusement, à ce moment-là, Sam Colt est ruiné. Il n'a plus d'argent car son business a coulé. Il réussit néanmoins à trouver un accord avec un fabricant, Eli Whitney, pour produire des modèles plus perfectionnés. De son côté, Sam Walker décroche un contrat avec l'armée, le premier que Colt n'ait jamais eu, pour 1000 exemplaires de ce fameux revolver. Ces deux revolvers sont des pièces rares, fabriquées à moins de 1000 exemplaires chacun. D'après ce que je sais, il en reste moins de 100 à travers le monde. La révolution que Colt apporte, c'est que quand on arme le chien, le cylindre tourne automatiquement. Ensuite, Samuel Walker réussit à collaborer avec Sam Colt pour créer ensemble ce qui porte officiellement le nom de modèle 1847, mais qui est plus connu sous le nom de revolver Colt Walker. Colt fait graver un dessin sur le cylindre. C'est sa manière de remercier les Texas Rangers de ce qu'ils ont fait pour lui. Ces modèles, exposés dans les musées jusqu'en Europe, ne sont que les prémices d'un long processus de perfectionnement technique. À Houston, la boutique de Mike Clark s'enorgueillit de proposer des pièces d'exception dont certaines peuvent atteindre 300 000 $. Son business repose néanmoins à 90% sur la vente d'armes modernes. Plus de 10 000 modèles s'entassent dans ses rayons. Nous avons ici le plus large éventail d'armes. Des modernes, des anciennes, des historiques même. Vous avez tout ce que vous voulez et en plus par milliers. La plupart des gens qui entrent ici s'arrêtent net parce qu'ils n'en croient pas leurs yeux. Si vous allez en Europe ou ailleurs dans le monde, la législation et les restrictions sont telles que de toute façon, on ne peut quasiment pas acquérir une arme. Féru d'art, de bataille et de guerre, Mike compte parmi les plus grands collectionneurs au monde. En tant que collectionneur passionné, je ne vends pas souvent mes armes parce que je les aime trop. Ça me briserait le cœur de me séparer de tous mes pistolets anciens. Malheureusement, le taux de criminalité a tellement bondi en Amérique que les gens sentent le besoin d'assurer eux-mêmes leur protection. Quand on a besoin de la police, on sait qu'ils sont à quelques minutes. Mais on ne veut pas attendre, on veut se défendre sur le champ. Un raisonnement qui conduit à la prolifération des armes partout aux États-Unis. De dramatiques tueries de masse secouent sans cesse l'Amérique.
Dans la capitale de l'État, au pied de la tour de l'université de la ville d'Austin, on se souvient de la première tuerie de l'histoire du Texas. En 1966, un tireur est monté au sommet de la tour, alors encore accessible au public, avec un fusil et plusieurs autres armes. Il a commencé à abattre tout ce qui bougeait. 15 personnes ont été tuées, dont un enfant dans le ventre de sa mère. Cette tragédie est considérée comme l'une des premières tueries de masse d'écoles ou d'universités des États-Unis. Ça a forcément été un choc sur le campus, mais aussi dans l'État et au niveau national. Ça a fait partout la une des journaux. Qui aurait pu imaginer à l'époque que cela deviendrait quotidien ? On atteint maintenant 600 tueries de masse par an, soit 1 à 2 par jour en moyenne sur le territoire américain. Et les plus meurtrières ont lieu au Texas. Le 24 mai 2022, la tuerie de l'école d'Uvalde au Texas émeut le monde entier. 21 personnes perdent la vie. 3 jours plus tard, la NRA, le puissant lobby des armes, maintient pourtant son congrès annuel à Houston, provoquant des manifestations partout dans la ville. L'événement fait scandale, mais dans les faits, rien ne change. Malheureusement, ce qu'il en ressort ici, ce sont des lois encore plus permissives. On parle même d'armer les professeurs au lieu de songer à des réformes plus restrictives qui empêcheraient, par exemple, un gamin de 18 ans d'avoir un fusil d'assaut ou quiconque de porter son arme dans la rue sans avoir contrôlé son casier judiciaire. Nos politiciens et tous ceux qui sont à la tête de l'État doivent s'interroger sur ce que veulent vraiment les Texans. 19 États américains ont déjà adopté la loi dite du Red Flag. Elle permet de saisir, sur simple ordonnance d'un juge ou d'un policier, les armes d'un individu estimé dangereux. Le Texas s'y refuse toujours, au nom de la liberté avant tout. On quitte le pays des armes et des burgers pour cuisiner en Hongrie aujourd'hui. Et rien qu'en regardant Nora, vous allez sans doute prendre quelques kilos. On va préparer un rakot krumpli avec elle à Budapest. C'est pas pire. Voici le marché de mon quartier dans le 11e arrondissement. À l'étage, il y a les produits de la ferme. Nous allons préparer un genre de gratin de pommes de terre typiquement hongrois. Il est composé de plusieurs couches de pommes de terre, d'œufs et de saucissons au paprika. Allons à la maison. Huit enfants sur 10 vous diront que c'est leur plat préféré. On commence par faire cuire les patates et les œufs que je vais mettre dans cette casserole. Pendant ce temps, on va préparer le saucisson au paprika. On va le découper en fines tranches. En tant que chef, j'ai le droit de goûter. Cette recette, je la tiens de ma belle-mère. Et son arme secrète, c'est ça. J'aimerais que vous puissiez sentir ça. C'est du lard fumé. Les pommes de terre sont prêtes. Elles doivent juste refroidir un peu. En attendant, nous allons poêler le lard. C'est parfait. Maintenant, je vais enlever les lardons du jus. Les deux vont nous servir. Occupons-nous des pommes de terre et des œufs. Nous allons les mettre ici. Il n'y a plus qu'à tout découper pour les disposer dans le plat.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un coupe-œuf. Il est possible qu'un Hongrois ait inventé ça pour préparer ce plat plus rapidement. Maintenant, notre crème aigre. Comme vous pouvez le voir et l'imaginer, ça doit représenter des milliers de calories. Je pense que c'est pour ça que c'est un plat populaire en Hongrie. On adore les plats consistants. On termine avec un peu de poudre de paprika. Ce n'est pas obligé, mais ma belle-mère le fait dans cette recette. C'est très années 80 de mettre du paprika partout. Quand j'étais petite, dans ma famille, on marchandait pour avoir ce qu'on préférait. Ma mère préférait les œufs, moi c'était le saucisson, et ma sœur avait tous les lardons. On est juste amis dans votre scénario? Qu'avez-vous prévu pour nous? J'aurais dû m'occuper du service. Mon mari ne sait vraiment pas faire. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'endroits dans le monde où l'on trouve ce genre de produits marinés. C'est un melon très jeune qu'on a empêché de grandir. Son goût est à la fois aigre et sucré. Est-ce que ce plat est aussi bon que celui de votre mère? Ça, c'est une question piège. Incontournable à présent. Est-ce que vous savez pourquoi la Corse doit une reconnaissance éternelle aux Antillais? Non? Eh bien sur la RT20, vous allez vite le découvrir. Loin du littoral, la Haute-Corse, abrupte et majestueuse, bat à son propre rythme. Au cœur du décor, la route RT20 épouse les reliefs à plus de 1000 mètres d'altitude sur le col de Visavona. Elle trace son chemin entre Ajaccio au sud, Corte à l'intérieur et pousse plus au nord encore pour le plus grand plaisir des voyageurs. Incontournable route territoriale 20 au col de Visavona qui cache une toute autre histoire. Celle d'un épisode aussi sombre que méconnu de l'ère napoléonienne. L'historien Jean-Yves Coppolani nous replonge en 1802. La constitution de la Première République française, forte de ses valeurs démocratiques, porte la promesse de défendre la liberté et l'égalité des anciens esclaves nouvellement affranchis. Mais Napoléon Bonaparte, alors consul, décide de rétablir l'esclavage. Ce rétablissement de l'esclavage est forcément mal reçu, particulièrement par ceux qui ont servi la République au cours de la Révolution. Et ça suscite immédiatement une révolte aux Antilles et la réaction de Napoléon Bonaparte, c'est une répression très forte. Pour les Antillais, la seule échappatoire à l'esclavage est d'obtenir l'indépendance de leur île. Pour freiner ces velléités, Napoléon Bonaparte décide de déporter environ 1200 Antillais en France. Des soldats, des officiers, des hommes politiques, mais aussi quelques femmes et enfants. La déportation ne concerne pas les gens qui se sont directement révoltés, mais des gens simplement suspects. Des gens dont on dit individus dangereux, mauvais sujets, est hostile au rétablissement de l'esclavage. C'est simplement l'intention qui est réprimée. Ces gens vont être appelés pour une mission en métropole. Ils montent sur des bateaux et ce n'est qu'en haute mer que les commandants ont l'ordre de les mettre au fer ou en tout cas de les considérer comme des prisonniers. Lorsque les Antillais atteignent le continent après 2 longs mois de traversée, les autorités sont dépassées. Personne ne sait quoi faire de ces déportés. On les fait transiter par Brest, puis Toulon, puis finalement, on les débarque en Corse. Si les îles sont par nature propices à l'exil, le choix de la Corse est décidé du fait d'un arrêté consulaire antérieur, interdisant aux Noirs de fouler une partie du territoire français. Il y a un texte qui passe inaperçu qui interdit aux Noirs et gens de couleur de venir en métropole. Sauf que Napoléon Bonaparte, en bon corse, me semble avoir fait un lapsus. Il a remplacé le mot métropole
par territoire continental de la République. Donc, les autorités maritimes de Brest et celles de Toulon, qui étaient encombrées par tous ces déportés antillais, vont se dire, eh bien, le lieu le plus propice et le plus légal, c'est une île, l'île la plus proche, la Corse. L'arrivée du contingent, considéré comme une main-d'œuvre corvéable et bon marché, est une aubaine pour accélérer le développement de cette île, annexée par la France seulement 34 ans plus tôt. Les déportés sont divisés et subissent un sort différent suivant leur statut social et leur dangerosité supposée. Ça va du bagnard qui casse des cailloux sur les chantiers à celui qui est simplement assigné en résidence et qui reçoit une pension de l'État. Et entre les deux, vous en avez qui ont une activité libre et qui reçoivent un salaire très bas, ce qui ne les éloigne pas tellement de la situation d'esclaves. Puisque dès lors qu'ils reçoivent un salaire, ils doivent subvenir à leurs besoins. Parmi les grands travaux prioritaires se trouvent ceux d'une route entamée sous l'Ancien Régime, censée traverser la Corse du sud au nord par son intérieur. Napoléon Bonaparte affecte plus de 250 déportés sur le chantier, bien décidé à faire de cette route un symbole de son ascension vers le pouvoir suprême. Il allait vers un régime monarchique, manifestement. Et donc, il fallait qu'il montre qu'il était meilleur que l'ancienne monarchie dont on s'était débarrassé au moment de la Révolution. C'est une route qui est en grande partie une route de montagne. Donc, il y a beaucoup d'endroits qui sont particulièrement difficiles et c'est pour ça qu'elle n'avait pas été faite. Bâtir cette route est aussi d'une importance militaire stratégique. Napoléon Bonaparte veut renforcer sa flotte. Le col de Visavona, situé sur le chantier, abrite plus d'1 millier d'hectares de pins laricio, dont le bois présente les caractéristiques idéales. Car les troncs, qui servent à la confection des mâts, sont difficiles à trouver. Il n'y a qu'à voir ceux qui sont autour de nous. Ce sont des arbres extrêmement hauts, ils font une vingtaine de mètres et qui sont extrêmement droits. Il n'y a pas besoin de mettre plusieurs morceaux pour faire un mât. C'était des points de faiblesse. Tandis que là, il suffit de travailler le bois et on a déjà le mât constitué. Le problème, c'est que ces bois, il faut les porter, il faut les transporter jusqu'à la mer. Une partie des Antillais fabrique le macadam de cette future route carrossable si attendue. Une autre charge et accompagne les convois de bois tractés par des bœufs jusqu'au littoral. Mais à plus de 1000 mètres d'altitude, les déportés sont loin du climat des Antilles. Et si leur plan de travail est parfaitement défini, l'extrême difficulté du chantier porte un coup de massue à son avancée. Il y a des rochers qui tombent, des endroits extrêmement escarpés, il peut y avoir des glissements de terrain, sans parler du mauvais temps. On connaît des tempêtes de neige jusqu'au mois de mai. Il y a beaucoup de malades, beaucoup de blessés. Il y a une mortalité extrêmement importante. En 1808, l'île ne compte plus que 128 déportés. Les survivants sont affaiblis et ne peuvent plus réaliser de grands travaux. Napoléon Bonaparte, inquiet par le retournement contre lui de ses anciens alliés, décide de lâcher du lest pour se concentrer sur l'avenir de son empire. Libres, mais laissés pour compte, les déportés doivent suivre leur propre trajectoire. La majorité d'entre eux s'enrôlent dans l'armée française, notamment comme chasseurs légers. D'autres tentent le tout pour le tout. Certains vont pouvoir s'échapper, ils volent une barque, ils vont en Sardaigne. Là, après avoir été pris pour des barbaresques, ces Antillais sont recrutés par l'armée anglaise et finalement retourneront aux Antilles avec l'armée anglaise. Pour le reste, on a perdu leurs traces, on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus. La route royale n'est inaugurée qu'en 1827, près de 30 ans après l'arrivée des déportés en Corse. Si elle est aujourd'hui l'un des axes routiers les plus empruntés de l'île, les Antillais qui l'ont construite au prix de leur vie sont tombés dans l'oubli. C'est le moment de vous donner la réponse à la devinette. Par quel miracle les Capverdiens ont-ils pu sortir de la famine en 1947 ? C'était la question du jour. Eh bien, le malheur des uns fait le bonheur des autres, puisque c'est grâce à un naufrage, celui d'un cargo chargé de maïs. Des centaines, des milliers d'affamés se jettent sur cette cargaison inespérée. Ce naufrage est vécu comme un miracle sur l'île, car il permet de nourrir les Capverdiens pendant près de 2 ans. D'ailleurs, si vous allez à Santo Antão un 25 novembre, vous verrez qu'on continue à célébrer ce jour où le maïs est arrivé par la mer. Pespalt.